Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, face aux crises, comment réagit, comment se porte le monde paysan viticole aujourd'hui? Avec notre invitée, nous revenons sur cet état de fait, cet état de rêve aussi. Elle est historienne du vin et critique au monde. Laure Gasparotto a quitté Paris pour les coteaux du Larzac, a changé de vie. Un parcours semé d'embûches, mais aussi un rêve dont elle revient à peine, au sens propre comme au sens figuré, et elle le raconte. Car l'aventure s'est arrêtée. Elle témoigne d'une vie de vigneronne dans un livre qui vient de paraître chez Grasset, 3 ans après le jour où il n'y aura plus de vin. Autre ouvrage dont on vous reparlera, coécrit avec le pépiniériste Lilian Berillon. Bonjour à vous, Laure Gasparotto. Bonjour Olivia. Merci à vous d'être avec nous. Les vignes ont pris un mauvais coup de froid ces dernières semaines avec un épisode de gel dans la nuit du 7 avril, une chute des températures vertigineuse. 30 à 50% de la production de vin annuelle serait perdue. Les vignerons ont allumé, on se souvient de ces images, des feux de paille, des braseros un peu partout pour réchauffer leurs vignes en vin. Quel retour avez-vous eu de vos compagnons de route, de vos amis vignerons de ce moment-là? Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie d'un vigneron, un coup de gel comme celui-là? C'est un coup du sort très violent et les retours que j'ai sont pas du tout drôles, hein. Aucun vignoble français n'a été épargné, même la Corse, la Bordeaux, le Languedoc, le Rhône, l'Alsace, la Champagne, la Loire, tous ont été touchés. Et selon les cas, c'est entre 20 et jusqu'à 80% de pertes. Voilà, même dans le Languedoc, c'est très très rare. Mais les terrasses du Larzac, justement, qui était mon vignoble, a été touché jusqu'à 80%. Alors, il est difficile aujourd'hui de faire vraiment le compte, puisqu'il y a des bourgeons qui vont réapparaître, mais ces seconds bourgeons ne donnent pas forcément du raisin. Donc, on saura qu'au mois de juin exactement, on pourrait estimer qu'au mois de juin, la réelle perte. Mais ça signifie pour les vignerons 80% de perte de leurs revenus. Donc ça peut mettre vraiment en danger une entreprise, surtout si elle est récente. Pour revenir aux terrasses du Larzac, c'est un vignoble qui a été reconnu en appellation en 2014. Depuis 2014, il y a 31 nouveaux domaines qui se sont installés. C'est énorme. Moi-même, j'avais acheté mes vignes en 2014. Et en fait, j'ai fait partie d'un mouvement général. C'était un l'appel des terrasses du Larzac. Et donc, tous ces nouveaux domaines, en fait, qui ont des marques qui n'existent pas. Et l'année dernière, elles ont déjà subi un problème de distribution avec la fermeture des restaurants. Donc cette année, le gel, c'est vraiment un coût supplémentaire. Voilà, il faut de la trésorerie pour tenir dans ces moments-là. Il On faut l'apprenait être... d'ailleurs récemment que la consommation de vin a encore baissé aussi sur cette année, depuis le premier confinement. Ouais. Donc oui, ça va être il va falloir se diversifier. Ça va être peut-être la seule solution pour les vignerons, peut-être faire d'autres produits que de la vigne, ou alors en tout cas réfléchir à une façon économique. Beaucoup vont augmenter le prix de leur vin, ça va être la première conséquence, c'est qu'on va acheter plus cher les vins. Et voilà. Ce coup de gel, c'est un mauvais coup du destin, comme vous l'évoquiez, où il va falloir quand même se préparer à ce type de déconvenue de plus en plus régulièrement. Autrement dit, comment le climat agit sur le vin? C'était au cœur de votre précédent ouvrage, Le jour où il n'y aura plus de vin. Comment le climat transforme la production? Dans ce livre paru il y a 3 ans, vous sous-entendiez que le réchauffement climatique ne sera pas sans conséquence sur les vignes. Ça laisse une empreinte, ou le réchauffement est en train de laisser une empreinte indélébile sur le vin? En tout cas, c'est oui, une empreinte indélébile, parce que même des vignes qui ont gelé, par exemple, comme cette année, donc déjà, la vigne va mettre 2 ans à s'en remettre. Et les raisins qui vont rester seront peut-être plus concentrés. Il y a vraiment un impact toujours du climat sur le goût du vin. S'il y a de la grêle, parfois ça peut assécher le vin après, parce que la baie peut être blessée et ça se ressent après dans le goût du vin. En tout cas, la première réaction que les vignerons ont, c'est de réfléchir à leurs cépages, prendre des cépages plus tardifs, essayer de s'adapter. Et on réfléchit beaucoup à des nouvelles plantations. Par exemple, dans le Bordelais, on plante de plus en plus le Cabernet Franc,
qui était plutôt le cépage de la Loire. Et on voit apparaître à Saint-Émilion et même dans le Médoc de plus en plus de Cabernet Franc parce que c'est un cépage plus tardif et qui va vraiment s'adapter à ce changement climatique. Et ça, c'est une des multiples adaptations, parce que vous dites, vous l'écrivez, il y a eu beaucoup d'évolutions dans la vinification ces dernières années. Quelles sont les principales tendances ? Dans la vinification, je ne trouve pas qu'il y ait vraiment eu de changement. Peut-être au niveau sanitaire, il y a moins de soufre, on fait très attention. Grâce à la température des vins qui est de plus en plus contrôlée, on peut mettre moins de produits chimiques. Mais c'est plutôt au niveau de la viticulture que les choses ont changé. En fait, cette violence climatique a montré aussi que la matière première du vin n'est pas forcément le raisin, mais le plant de vigne. Et ça, c'est pendant ma vie de vigneronne que je m'en suis rendu compte, notamment grâce à ce pépiniériste qui était venu faire un audit de mes vignes. J'ai eu l'impression, avant d'être vigneronne, qu'on m'avait toujours menti. Enfin, en tout cas, je n'avais jamais pris conscience que la matière première était la plante et pas le fruit. Or, pendant très longtemps, pendant les années 90, pour faire du vin, on n'estimait pas de la même manière qu'aujourd'hui le poids de la qualité du fruit, parce que c'était le règne de l'œnologie. On pouvait vraiment intervenir comme on voulait sur le vin. On avait la sensation qu'on pouvait transformer toute matière première. Et puis, dans les années 2000, on a vraiment pris conscience que tout se passait à la vigne. Et en effet, on a mis moins de produits œnologiques, enfin globalement. Et aujourd'hui, on ne visite plus un domaine sans parler du matériel végétal, qui est vraiment aujourd'hui la priorité. Il faut être fou pour être vigneron, écrivez-vous dans Vigneronne, Laure Gasparotto. Et puis, certains sont encore plus fous que la moyenne, au point de tout changer quand tout va bien. C'est le cas d'une vigneronne suisse, Marie-Thérèse Chapa, que vous avez rencontrée et qui a fait, elle, le choix de la biodynamie. J'ai toujours eu une hantise de tout ce qui est produits toxiques. Je me rappelle que 3 jours avant que je devais mettre ces désherbants, j'étais malade. Hein. Et puis, donc, quand je le mettais, j'en mettais beaucoup moins. Alors, ça ne marchait pas. Mais voilà, alors quand j'ai rencontré la biodynamie, ça a été une grande joie. Puis je me dis, mais on peut faire autrement. Je vous dis, c'est comme si vous étiez enfermé dans une pièce et que tout d'un coup, vous ne savez pas comment, mais il y a une immense fenêtre que vous pouvez ouvrir. Et puis, vous voyez une immensité possible. On croit que la biodynamie, c'est de la sorcellerie, mais pas du tout, c'est même très scientifique. Les vignerons plus âgés m'aimaient bien parce qu'ils voyaient que je travaillais, que je faisais tous les travaux, puis j'écoutais leurs conseils. J'ai aussi eu des bons collègues qui m'ont bien aidée. C'est plutôt des questionnements qui se posaient. Pourquoi je changeais de méthode quand tout allait bien? Voilà. On change tous nos repères, on change ce qu'on sait, nos schémas. Donc, puis une chose qu'on change entraîne plein de choses. Donc, alors on croit qu'on a bien changé, puis on a oublié de changer l'autre chose. Et tout d'un coup, quelque chose ne va plus. Pour les vins, par exemple, ça m'est arrivé, ça. Avec elle, on comprend ce que vous dites quand vous évoquez la force de caractère que nécessite ce métier de vigneron. Vous présentez d'ailleurs le livre que vous consacrerez à la rentrée prochaine à des parcours de vignerons comme un éloge de l'entêtement. Ça, c'est essentiel. On retrouve ça avec cette femme qui vous a convaincu de l'importance d'aller au bout de ses rêves et de ses idées. Marie-Thérèse Chapa est vraiment singulière comme vigneronne. D'abord, c'est l'une des premières dans les années 80 à s'être installée seule comme ça au milieu d'un vignoble que de vignerons. Et depuis les années 80, elle a, à la force du poignet, constitué un domaine connu internationalement. Elle a eu des notes, toujours les meilleures notes au niveau mondial. Elle a été très jalousée et elle est restée toujours très fidèle à elle-même. Je l'admire beaucoup, elle force mon admiration. C'est une femme qui n'a pas peur de... Enfin, d'abord, son vignoble est un vrai vignoble de terrasse, contrairement aux terrasses du Larzac dont je venais... Quand je suis allée lui rendre visite, j'étais moi-même vigneronne. Et donc, c'était 2 vigneronnes qui se rencontraient. Et alors, ça la faisait rire parce qu'elle connaissait les terrasses du Larzac, donc qui sont au nord-ouest de Montpellier et qui sont pas vraiment sur des terrasses, sauf celles qui sont à 600 ou 700 mètres. Mais dans le Valais, à Fuy, où se trouve Marie-Thérèse Chapa, ce sont vraiment c'est une déclinaison du Rhône très abrupte. Et il faut un funiculaire pour aller dans ces vignes. Elle a même sur une terrasse un seul cep. Elle va travailler, elle déploie beaucoup d'énergie, parfois que pour un cep. Donc c'est vraiment une femme entêtée depuis les années 80 et
vraiment, oui, on peut être qu'admiratif de son travail. C'est indispensable. Parce que, par exemple, cette année, avec le gel, on a assisté à une lutte sans précédent. C'était une lutte souvent même inutile parce que c'était une gelée noire alors que, en général, ce sont plutôt des gelées blanches. En 2016, en Bourgogne, c'était des gelées blanches et on a pu lutter parce que au niveau du sol, la température va jusqu'à -4 et quand on met des chaufferettes à -4 degrés, on peut encore protéger le cep. Là, les gelées noires, elles allaient à -9, -10, -11. On a beau y mettre des tours, des chaufferettes. Certains ont dépensé jusqu'à 2000 € par hectare pour pouvoir sauver leurs vignes. Tout ça de manière inutile. Donc, quand on se bat comme ça et que c'est inutile, il faut vraiment être entêté pour ne pas renoncer. Et vous l'étiez, vous vous êtes entêté. Je me suis entêtée. Vous avez renoncé, mais on va quand même raconter cette aventure qui n'est pas une mésaventure. Et d'ailleurs, vous le dites, pour vous, ce n'était pas un échec puisque vous êtes allé au bout de votre rêve. En tout cas, vous l'avez traversé, vous en êtes revenu, mais vous ne vous y êtes pas perdu, tel que vous le dites aussi dans cet ouvrage Vigneronne. Vous avez commencé par faire les vendanges quand vous étiez étudiante, puis par en apprendre l'histoire, celle du vin, car le vin, c'est une culture aussi, un patrimoine, avant d'en parler comme journaliste et de vous lancer en 2014 et de vous installer sur ces fameuses terrasses du Larzac, cette appellation d'origine contrôlée. Alors pourquoi ces 3 hectares-là, classés, ce domaine des Gentillères dans le Languedoc, il était à vendre ? Alors, c'était 5 hectares exactement. Et oui, c'était l'époque où encore on pouvait trouver un panneau à vendre quand on longeait les vignes. Aujourd'hui, elles sont tellement recherchées que ça ne se passe plus comme ça. Et ça a été très très vite. En 2013, donc, j'ai vu ce panneau à vendre dans ce paysage, mais fou de beauté. Enfin, j'étais vraiment conquise par la minéralité de ce côté montagneux, justement. Mais ce qui est étrange, c'est que je connaissais vraiment bien le vignoble français et très peu ce coin-là. Et il y a un géographe français qui s'appelle Roger Dion qui nous explique que la première qualité d'un vignoble, ce sont ses voies de communication. Et en fait, les terrasses du Larzac étaient ignorées jusqu'alors parce qu'elles étaient vraiment enclavées dans la montagne et que c'est l'autoroute, je ne me rappelle plus du nom, l'autoroute entre Montpellier et Millau qui a désenclavé cette région. Donc tout à coup, au lieu d'être à 1h30 de la ville la plus proche, le vignoble, les terrasses du Larzac se sont retrouvées à 20 minutes. Et pour qu'un vignoble vraiment explose, il faut une ville à côté, une ville de distribution, qui ait des échanges. Et c'est la raison pour laquelle on a vu apparaître si tard les terrasses du Larzac. Donc l'appellation est obtenue en 2014, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, mais c'était quand même un peu un coup de folie c'était pour vous d'aller totalement là-bas un parce que coup de folie. vous connaissiez, il y avait quand même d'autres géographies qui vous étaient plus proches ou plus intimes du côté du vin. Vous choisissez de vous exporter là-bas et en plus sans vous créer une famille de vignerons. Et vous le dites, c'est quand même important d'avoir aussi ces réseaux-là une fois qu'on s'est implanté quelque part. Hein. Oui. Or, vous allez rester la Parisienne. Oui, alors d'abord, j'ai choisi ce vignoble parce que financièrement, il était aussi beaucoup plus accessible. Il y a beaucoup moins de zéro que dans tous les autres vignobles. C'était 15 000 € l'hectare quand c'est 1,8 million en Champagne, par exemple. Hein. Donc il y a des vignobles plus accessibles comme les Côtes-du-Rhône, mais on est à 60 000 €. Enfin, quand je suis passée devant ce panneau à vendre et que j'ai demandé le prix à l'hectare, je me suis dit que le rêve était possible. Et en effet, après, je suis arrivée là-bas seule, alors que le vin, j'ai acheté un outil de travail quand le métier est plus qu'un métier, c'est vraiment une vie. Et je m'en suis rendu compte parce qu'autour de moi, dans cette campagne, en fait, tout le monde avait des grands-pères, des femmes, des enfants. Enfin, il y a tout un réseau familial dans lequel on s'inscrit. Et quand on arrive là-bas sans rien, c'est pas si simple. D'abord, en effet, j'ai même maquillé à un moment mon immatriculation
parce que j'en avais honte. Mais mon histoire ne signifie pas qu'elle ne puisse pas être positive pour d'autres, hein. C'est un long apprentissage dans celui de cette nouvelle géographie et du temps. Vous en aviez peu, d'autant qu'il était partagé avec votre vie d'avant. Ce temps, vous n'avez pas totalement tranché. Vous avez gardé un pied à Paris, 2 enfants, et c'était du coup un peu la schizophrénie. Vous le dites souvent, les vignes se passent aussi en famille, se transmettent cette culture-là aussi. Vous continuez à écrire pour Le Monde avec 2 de vos camarades, Ophélie Neyman et Michel Guérin. Ophélie Neyman qui racontait là dans les pages du Monde aujourd'hui, elle raconte cette nouvelle génération de vignerons plus diplômés, plus connectés, qui expliquent leur vie de vignerons sur les réseaux sociaux, qui la partagent sur TikTok. Ouais. Et là, on comprend bien à travers votre récit et le sien qu'il faut à la fois un savoir-faire, il faut savoir produire le vin, mais il faut aussi le vendre, vous insistez beaucoup là-dessus, et se vendre, c'est-à-dire communiquer, faire savoir que l'on existe dans ce monde-là. C'est vrai que faire du vin du 15 août au 15 octobre, c'est le rêve. Être seul dans son chai avec son vin, cette intimité, est vraiment, c'est ce qu'on recherche. Mais il y a tous les autres mois où il faut remplir l'administration, s'occuper de tout ce qui est matériel, et puis la commercialisation qui prend 80% du temps d'un vigneron. Il faut en maîtriser les codes. C'est un métier dont il faut maîtriser effectivement les codes et pas simplement le savoir-faire ou le faire savoir. La Bourgogne, ça fait partie de vos terres de prédilection, hein. La Bourgogne dont les climats du vignoble ont été inscrits au patrimoine de l'UNESCO en juillet 2015. Qu'est-ce que c'est ces fameux climats ? On va écouter Bernard Pivot, l'homme de lettres et de télé qu'on connaît bien, mais aussi de vigne, nous en parler. Le climat, c'est un morceau de vigne de la Bourgogne qui est une œuvre d'art. C'est un morceau de vigne qui est délimité, qui a un nom depuis des siècles, nom hérité d'ailleurs généralement des moines vignerons. Et donc ce lieu magique est intangible, on ne peut pas y toucher, on ne peut pas le modifier. Et c'est lui qui sont l'ensemble des climats, qui sont plus de 1300, qui ont établi la classification des vins de Bourgogne. C'est une marqueterie, c'est un puzzle, l'ensemble des climats. Tout ça est lié, mais c'est l'histoire qui a lié tout ça. Les vignerons d'ici sont les héritiers de générations et de générations de vignerons qui ont travaillé sur les mêmes terres, qui portaient déjà les mêmes noms. C'est ça qui est formidable. Voilà, de génération en génération, on l'évoquait, Laure Gasparotto, avec vous à l'instant. Et dans l'explication que donne Bernard Pivot de ces climats, il a soutenu la candidature des climats de Bourgogne pour qu'ils soient inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Il y a cette chose très poétique en Bourgogne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le climat, c'est pas simplement ce qui se joue dans le ciel. Et on en revient au gel avec lequel on a ouvert cette émission. Un climat, c'est un terroir viticole qui associe beaucoup de choses à la fois. C'est ce modèle de viticulture bourguignonne qui vous a séduite aussi à l'origine, ce modèle à la française. Oui, parce que d'abord, je suis historienne et quand je me suis intéressée au vin, je suis médiéviste et quand je me suis intéressée au vin, je me suis rendu compte que c'était de la géologie, de l'histoire vivante et que tout ce qu'on a dans un vin, c'est aussi l'histoire de la pierre, ce sont des roches, Chablis, c'est vraiment fait sur c'est le même... C'est le chardonnay à Chablis comme à Meursault, alors que les goûts sont complètement différents. Et c'est vraiment le sol qui exprime quelque chose de la plante. Et en Bourgogne, on est arrivé au sommet de l'art du vin, quelque part, puisque on a réussi avec un seul cépage, à transmettre le message de la terre. Et quand on parle de pérennité du vignoble, ça a du sens aussi, parce que quand on dit on plante aujourd'hui une vigne pour 25 ans plutôt que pour 100 ans, en soi, on s'en fiche un peu. Mais si on sait que plus une vigne, parce qu'une vigne, c'est une plante qui est pérenne, qui peut vraiment vivre 100 ans, et l'avantage de cette durée, c'est que la racine va chercher les oligo-éléments du sol, le goût du sol et exprimer quelque chose de différent. Et donc ces climats en Bourgogne, grâce à toute la recherche agronomique qui a été initiée par les moines cisterciens dès le haut Moyen-Âge, cette recherche agronomique, elle se fait sur plusieurs générations. Parce que
Quand on pose une question au végétal, on a la réponse que 25 ans plus tard ou 50 ans plus tard. Donc en fait, il faut accumuler les recherches et les transmettre pour qu'on puisse arriver à quelque chose d'aussi artistique que la Bourgogne. Si aujourd'hui, les vignobles bourguignons sont arrivés à des prix stratosphériques, comme on arrive à... C'est des centaines de millions d'euros un domaine, hein, comme le Clos de Tart, par exemple, qui a été vendu récemment. C'est justifié ? C'est justifié parce que c'est unique au monde. D'abord, la Bourgogne est beaucoup plus petite que beaucoup d'autres régions. Donc, et puis, cet art, on est arrivé à ce raffinement grâce à ces siècles de recherche qui ont abouti à quelque chose d'unique. Dans le Languedoc, en fait, la transmission est complètement différente. Et c'est ce qui m'a séduite. Alors là, je suis arrivée aux antipodes de la Bourgogne. Parce que le premier livre que j'ai fait, c'était en 2000, en Bourgogne, pour la maison Louis Latour. C'était un livre d'histoire et c'était pour les 200 ans de la maison. Et je me suis rendu compte, en arrivant dans le Languedoc, que l'histoire allait beaucoup plus vite. Les premières mises en bouteille dans le Languedoc, ça a été vraiment, les premières caves particulières, c'était dans les années 80. Et depuis les années 80, tout va très vite. Et j'ai eu l'impression que 30 ans dans le Languedoc, c'était comme 200 ans en Bourgogne. Il y a quelque chose qui est complètement différent. Est-ce qu'un jour on arrivera à faire des climats dans le Languedoc ? Ça, ce serait vraiment arriver à des grands crus. Et c'est ce qui donnerait encore, qui valoriserait le vignoble du Languedoc. Et on est arrivé, grâce à la Bourgogne, à ces climats, à une valorisation la plus parfaite du terroir. Un climat, ce n'est pas que la terre, ce sont les vents, c'est la lumière et l'homme qui le travaille. C'est l'ensemble. L'homme fait partie du climat. Et en fait, la structure mentale du vigneron fait partie du climat. Et quand moi j'ai appris en Bourgogne, avec un seul cépage à vinifier, quand je suis arrivée dans le Languedoc, je suis arrivée face à des assemblages. Tout à coup, tous les choix m'étaient permis. Enfin, tous les choix, pas... En tout cas, moi, j'avais acheté 3 cépages, la Syrah, le Carignan et le Grenache. Donc, j'avais quand même plusieurs possibilités dans mes assemblages. En fait, le Languedoc, c'est une terre de choix, une terre qui renvoie à chaque individu. Quand, en Bourgogne, on va vraiment parfaire le dessin. C'est ce que disait tout à l'heure... Bernard Pivot. Bernard Pivot, ouais. Voilà. C'est ce que disait tout à l'heure Bernard Pivot en disant que c'était un dessin, le climat. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vigneron ne fait qu'ajouter une petite touche vraiment à ce qui s'est fait avant. Alors que dans le Languedoc, on a encore tout à faire. Enfin, même si on y arrive, ça fait... Depuis 2014, il y a des appellations comme les terrasses du Larzac. Donc, on arrive vraiment à définir de plus en plus les terroirs. Mais au sein même d'une appellation, quand on arrivera à vraiment définir les terroirs, là, on suit le modèle bourguignon un peu partout, d'ailleurs. Élever un vin, c'est un travail à temps plein, vous le racontez, et peut-être que vous avez manqué de temps. Dans ce livre, Vigneronne, qui paraît chez Grasset, on sent que vous voulez mettre un peu en garde les rêveurs, et en même temps, vous dites être allé quand même au bout de votre rêve, et pas de manière totalement déraisonnée ou inconsciente, puisque vous avez fait appel avant de partir à une trentaine d'amis d'ici, de Paris, pour vous permettre d'acheter ce domaine en créant un groupement agricole foncier. Parmi eux, il y avait un certain Jean-Pierre Coff, le vin. La bouteille, masculin, féminin. La mise en bouteille, c'est un acte amoureux selon le journaliste gastronomique et restaurateur Jean-Pierre Coff, au micro de Jacques Chancel. Jacques Chancel, on est en 1984. La bouteille, c'est un peu comme le vin, même si ça n'est que le contenant. Ça a probablement des émotions. Et je pense qu'un matin, après avoir été paré, lavé, séché, elle pourrait dire « Le vin est venu en moi, doucement, avec tendresse. » 2 mains amies, celle du vigneron, me tenaient délicatement. Je n'ai rien senti, sinon un grand bonheur. Je fermais les yeux, j'étais un peu ému. Je sentais mon vin, jeune, ardent, fougueux. Il me pénétrait avec l'aisance et l'assurance des seigneurs de grande classe. Quels compagnons, quelle vie, 40 ans ensemble, tous les deux, heureux, toujours blottis l'un contre l'autre, l'un dans l'autre. Moi, de par ma nature... Je ne change pas, je suis vert, mais lui, tous les ans meilleur. Je le sentais vieillir, toutes les espérances qu'il m'avait laissé soupçonner lorsqu'il m'a possédé pour les premières fois, je les ai senties se réaliser. Il s'épanouissait en moi, et puis le vin a été débouché. Oui,
Et le vin l'a quittée. Elle a vu, cette bouteille a vu le vin partir dans une carafe. Le vin a été décanté. Et ça, c'est l'humiliation totale, là. Voilà le lien masculin-féminin à travers le vin et la bouteille. Laure Gasparotto, on entendait ces mots de Jean-Pierre Coff en 1984 qui disent beaucoup à la fois de la place du vin dans la culture française et puis de ce métier qui reste quand même vigneron, assez viril et que vous racontez vous au féminin. Avoir été une femme dans ce monde-là, vous dites aujourd'hui que ça a été un handicap ou que vous l'avez aussi fait à votre manière en suivant peut-être aussi la voie un peu des pionnières qui ont permis aujourd'hui à une femme d'entrer comment on dirait, en vigneronnie, hein. Alors, j'ai pas trouvé que c'était un handicap. En effet, on a des remarques, mais comme dans tous les métiers, des remarques machistes. On m'a demandé parfois de montrer mes mains pour savoir si c'était bien moi qui faisais le vin. Je pense qu'on n'a jamais demandé à un vigneron de montrer ses mains. Mais en tout cas, on m'a dit que je faisais un vin féminin. Je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'il y a des vignerons qui en font un vin féminin. C'est un métier qui demande un engagement physique total, et pas que physique, mental également. C'est comme être parent, être vigneron, c'est-à-dire que quand on est parent, on n'arrête pas d'avoir des enfants à 20h quand on a envie d'avoir la paix. Les vignes, c'est pareil, et même la nuit, on se réveille en pensant à son vin, en se disant je vais faire ça, et peut-être que la cuve n'est plus protégée. Enfin, on y pense tout le temps comme si c'était un enfant. C'est du vivant tout le temps. Élever un vin, vous en rêvez encore la nuit? Non. Laure Gasparotto, vigneronne, quitter Paris, changer de vie, créer son vin. Votre livre témoignage paraît chez Grasset. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci mille fois. Olivia. Il est 13h23 sur France Culture. Tout de suite, c'est le rendez-vous de la médiatrice comme un jeudi sur deux. Et elle vient de nous rejoindre dans ce studio. Emmanuelle Davier, bonjour. Bonjour Olivia. Et à vos côtés, Sandrine Trainer, directrice de France Culture, bonjour. Bonjour. Sandrine Trainer, bonjour. On commence avec cette proposition d'un auditeur. Il serait bien de faire intervenir des auditeurs pour réagir aux diverses paroles de vos intervenants. Pour ma part, j'ai de bonnes questions et souvent je reste avec des interrogations. Sandrine Trainer, que répondez-vous à cet auditeur qui souhaiterait que le standard de votre antenne soit ouvert aux auditeurs? C'est ça, et comment faire pour pouvoir répondre à toutes les questions que toutes les auditrices et les auditeurs se posent après avoir peut-être entendu une vigneronne parler de son métier. Écoutez, c'est vrai que France Culture n'est pas une antenne qui ouvre un standard à ses auditeurs, et je pense qu'aujourd'hui, si on le faisait, on aurait le plaisir de se revoir, Emmanuel, et des personnes diraient « mais non, mais vous n'allez pas vous mettre à faire une libre antenne comme le font les autres ». Il est évident qu'on vit dans un monde où la question de l'interactivité, de l'horizontalité des relations est important, et on a appris à instaurer un échange avec les gens qui viennent nous voir dans les forums, par exemple, dans les masterclass que nous organisons avec des artistes, avec des intellectuels, etc. etc. C'est vrai qu'on ne le fait pas aujourd'hui à l'antenne. Il ne faut jamais dire qu'on ne boira jamais d'un vin, par exemple. Donc je ne dirais pas qu'on ne le fera jamais, mais aujourd'hui, je crois que la singularité de cette antenne tient au fait qu'elle est portée par le recours à des paroles d'artistes, de chercheurs, d'intellectuels, etc., etc., et qu'il est important que ça reste en tout cas très très largement ça. On poursuit avec cette remarque. J'écoute et je suis attentivement certaines de vos émissions, d'une très grande qualité pour celles que j'ai sélectionnées, et je reçois votre lettre du jour écrite en écriture inclusive, ce qui vous discrédite à mes yeux. Que France Culture soit le transmetteur du politiquement correct est un signe des temps, c'est triste. Sandrine Trainer, France Culture a-t-elle une ligne éditoriale en matière d'écriture inclusive ? Alors d'abord, une petite réponse technique. La lettre, en l'occurrence, il s'agit de la lettre qui est envoyée aux abonnés de la lettre d'information de France Culture. L'extrait qui a été lu par cette lectrice ou ce lecteur, etc., n'était pas en fait un texte de France Culture, c'était en fait un texte de présentation issu de la page de l'émission, un texte de la productrice de l'émission en question. Il ne s'agissait pas d'un texte officiel.
Alors, peut-être pour commencer, dire qu'il faudrait réussir à pouvoir parler de la question de l'écriture inclusive avec un peu de calme et de sérénité et l'hystérisation tous azimuts des débats dès qu'il est question de certains sujets empêche de parler raisonnablement des choses. Alors, je pense qu'en matière... Moi, par exemple, dans les courriels internes que j'envoie À aux vos équipes, équipes. je l'emploie assez régulièrement. Néanmoins, il y a deux types d'arguments, et j'en fais pas évidemment une politique. Mais il y a deux types d'arguments. Il me semble qu'il y a des arguments raisonnables et des arguments déraisonnables. Dans les arguments raisonnables que j'entends, mais 1000 fois, et on a eu l'occasion d'en parler à l'occasion d'une journée que nous avons, d'une semaine, pardon, que le cours de l'histoire avait consacré à la question du handicap, et où un certain nombre de personnes handicapées sur les réseaux sociaux ou de chercheurs à l'antenne nous ont expliqué les problèmes que posait l'écriture inclusive. Et en fait, quand on parle d'écriture inclusive, on parle surtout de ce qu'on appelle le point médian. Vous savez, ce point qui vient se mettre entre le E et le S. Bon, et qui pose des problèmes pour un certain nombre de handicaps. Et ça, c'est un véritable problème et souligné encore plus par l'activité numérique, parce qu'en fait, on ne sait pas coder sur le numérique de telle sorte de traduire pour les gens pour lesquels cela pose un problème l'écriture inclusive. Donc, il convient évidemment de prendre totalement en compte cet élément social, sociétal essentiel et de parvenir à régler ces questions-là, si elles peuvent l'être, avant de généraliser quoi que ce soit. Ça, c'est ce que j'appelle non seulement les arguments raisonnables, mais les arguments importants, impératifs. Et puis, il y a les arguments déraisonnables. Et les arguments déraisonnables, à mes yeux, c'est les arguments qui consistent à voir dans l'introduction d'un point à la place de ce qui fut une parenthèse un signe de violence contre la langue. Je vous invite à écouter la très bonne émission qu'a fait Frédéric Martel dans Soft Power dimanche dernier, où il recevait une chercheuse linguiste qui s'appelle de mémoire Julie Neveu et qui nous invitait à regarder sur notre carte d'identité, là où, en dessous de votre nom, là où il y a écrit « né-le », et ben aujourd'hui, il y a « né » entre parenthèses « e », le, de sorte de pouvoir s'adresser aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Il est bien évident qu'aujourd'hui, si on transformait cette parenthèse en un point, ça suffirait à agiter la twittosphère pendant très longtemps. Donc voilà, je crois qu'il faut garder la mesure et sur ce sujet-là, moi je la garde en tout cas. Merci Sandrine Trainer. Merci beaucoup à vous, Emmanuel David. D'ailleurs, je crois qu'elle ne pratique pas l'écriture inclusive, Oriane Delacroix, avec les équipes de Florent Latrive dans sa newsletter, comme on dit en anglais, sa lettre d'information sur toutes les actualités culturelles que vous propose la chaîne. Je vous recommande, dans tous les cas, de vous y abonner. Elle paraît le vendredi, ça s'appelle Culture, point d'exclamation. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table pour cette très belle semaine. À la réalisation aujourd'hui, Thomas Beau avec Jean Guillain-Mèche. Demain, c'est Lucille Como que vous retrouverez pour une Grande Table critique et ce sera dès midi.